Bonjour Arthur de Thomas, bonjour à Bonjour. tous, bienvenue dans l'émission Sous la robe pour cette seconde saison. On est très heureux de vous recevoir. Vous êtes associé chez Hogan Lovells, vous dirigez le département contentieux. On va revenir sur des moments marquants de votre carrière et on va un peu aborder le rôle de l'avocat d'affaires dans les contentieux qu'il peut mener pour leurs clients. Premier grand moment, parce qu'avant de faire du contentieux des affaires, vous avez connu le pénal. Je crois savoir que l'attaque de l'hypercachère est quelque chose qui vous a marqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? D'abord, comme tout le monde, ça m'a marqué parce que c'est un moment très spécial dans la vie du pays, un moment d'effroi et voilà, d'attente, d'un dénouement. Et puis ça m'a marqué parce que je pense que vous faites référence à un des hommes qui a mené l'assaut, qui était le patron de la police judiciaire de Paris, que j'ai eu l'honneur de défendre 8 ans après. 8 ans après, mais qui avait été révoqué de la police, mis à la retraite 3 semaines après cet assaut qu'il avait mené sur l'hypercachère et le grand mouvement de soulèvement en faveur de la police qu'on avait connu à ce moment-là à Paris. Et c'est vrai que 8 ans après, on a démontré que les attaques à son encontre étaient fausses et que cette révocation qui avait mis un terme à sa carrière, qui avait brisé sa vie de flic, en réalité, n'avait pas lieu d'être. Est-ce qu'on se remet d'une procédure judiciaire, même si je comprends qu'elle s'est bien terminée? Est-ce qu'il s'est remis, votre client? Moi, je suis arrivé très tard dans la procédure. L'instruction était déjà terminée. Et il avait eu un extraordinaire avocat à l'instruction, mais qui n'était plus disponible pour le défendre. Et je pense qu'il avait presque plus envie de se défendre. 8 ans après, au fond, lui, il avait tourné la page. Il écrit des romans, il peint, il fait de la musique. Il est passé totalement à autre chose. Aujourd'hui, il produit une série. Vraiment, voilà, il est passé à autre chose. Et donc, il avait presque pas envie de se défendre. En revanche, je pense qu'au moment, voilà, plus on s'est approché de l'audience, de ces dizaines de jours d'audience, plus il a eu envie, voilà, la motivation est revenue. Et je pense qu'il avait à cœur de montrer que les accusations portées à son encontre étaient pas avérées. Quelles étaient ces accusations, juste pour être un peu plus Il était précis? accusé d'avoir violé le secret dans le cadre d'une enquête qui visait un ancien ministre et des syndicalistes de la police. Et il était accusé d'avoir donné des informations sur cette enquête en cours à une personne qui lui-même était liée, c'était une espèce d'imbroglio politique très compliqué, dans le cadre duquel on a saisi l'opportunité de le faire tomber à un moment où ça arrangeait certains policiers dans des règlements de compte politiques. Voilà. Ce que ça veut dire aussi, c'est que dans ce genre de situation très mal partie, on peut s'en sortir. Toujours, toujours. Vous avez fait du pénal, notamment parce que vous avez passé le célèbre concours de la conférence. Il y a quelques années maintenant. Il y a quelques années. Mais je crois qu'il y a un autre grand dossier qui a été particulièrement formateur dans votre carrière. C'est le dossier Lehman Brothers. Au moment de la faillite, vous avez eu à connaître de ce dossier. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce dossier et pourquoi elle a marqué un tournant dans votre carrière? Je pense que c'est à ce jour encore une des plus belles audiences dans lesquelles j'ai été amené à plaider. Au moment de la faillite de Lehman, donc Lehman faisait de la banque d'affaires mais aussi beaucoup d'opérations de marché. Il était ce qu'on appelle un prime broker, c'est-à-dire qu'il détenait pour des fonds du monde entier des titres qu'il prêtait et empruntait contre des honoraires à d'autres fonds. Et il y avait des fonds français qui avaient sous-déposé leurs actifs chez Lehman. La loi française impose d'avoir un dépositaire, je suis désolé, c'est un tout petit peu technique, d'avoir un dépositaire qui est situé en France. Et donc les titres de ces fonds étaient déposés chez leur dépositaire en France, mais en réalité tout de suite sous-déposés chez Lehman Brothers. Et
lorsque Lehman a fait faillite, tous ces fonds, en fait, étaient leur manière de vivre, leur subsistance même était en risque, puisque tous leurs titres étaient bloqués dans une liquidation américaine qui allait prendre des mois, voire des années. Et ils se sont retournés vers leurs dépositaires français et leur ont réclamé les titres que ces dépositaires n'avaient jamais détenus. Et j'ai eu l'honneur de défendre un de ces fonds, qui était un jeune fonds dont tous les actifs étaient coincés chez Lehman, qui avait quasiment plus de moyens d'investir, de continuer à vivre et de restituer les fonds à ses porteurs de parts. Et donc c'est vrai que c'était une très belle audience à la première chambre de la Cour d'appel, là où on prête serment dans le vieux bâtiment de l'île de la Cité, là où a été jugé le maréchal Pétain. Voilà, ce sont des audiences très particulières à la première chambre de la Cour, présidée par le premier président de la Cour d'appel de l'époque, qui était Jean-Claude Magendie, qui connaissait le dossier absolument par cœur et qui, au début de l'audience, sans nous en avoir prévenu, se retrouvant face à un sacré aéropage de confrères, avait posé des questions extrêmement précises en disant « je veux vous entendre 4 minutes sur tel sujet, 3 minutes sur tel autre ». Voilà. Vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais 35 ans et c'est vrai que j'ai été entouré de confrères très aguerris, des plus beaux cabinets de la place, et ça a été pour moi une audience fantastique. Vous en avez bien sorti ? D'autant qu'on a récupéré pour le fonds les actifs chez le dépositaire. On parle souvent en contentieux de ce qu'on appelle le travail de conviction, parce qu'un dossier est parfois peut-être plus facile qu'un autre, et les avocats parlent souvent de ce travail de conviction. Qu'est-ce que c'est pour vous et comment est-ce qu'on apprend à être convaincu d'un dossier ? Je ne sais pas si on apprend à être convaincu, je crois qu'on boit de son propre poison, c'est-à-dire qu'on commence peut-être par ne pas être très convaincu, puis à force de travail, on finit par se dire qu'on a nécessairement raison. Il n'y a jamais une vision d'un même dossier, c'est comme une statue, vous la regardez par le côté ou par le devant, ce n'est pas la même statue. Et un dossier judiciaire, c'est à peu près la même chose. Il y a toujours un angle de vision qui change la perspective que vous avez sur la situation. Et donc le travail de conviction, c'est d'emmener le juge avec vous et de lui montrer que par le côté, cette statue a tout de même un air très différent de celui qu'on essaye de lui dire qu'elle a. Donc c'est un travail d'accompagnement. La conviction, il me semble, c'est un travail d'accompagnement du juge dans la perception qu'il peut avoir d'une situation donnée. Je vous avais interviewé l'année dernière et vous m'aviez dit que vous trouviez vos collaborateurs très brillants, premièrement, et deuxièmement que ce que vous leur appreniez, c'est de gagner un mauvais dossier. Donc je comprends qu'il y a cet accompagnement du juge, mais s'il y avait un conseil sur la façon de gagner un mauvais dossier. Et c'est quoi un mauvais dossier ? Un mauvais dossier, c'est celui sur lequel, au fond, juridiquement, soit vous ne disposez pas des éléments de preuve qui permettent d'étayer votre thèse, soit en droit, vous avez quand même tort, quoi, et ça arrive. Gagner un bon dossier, c'est pas toujours évident, parce qu'on a des adversaires en face et que la victoire judiciaire, c'est toujours d'abord la conviction du juge et puis la lutte contre un adversaire. Mais gagner un mauvais dossier, c'est souvent du travail. C'est-à-dire qu'il y a une prime au travail dans notre métier qui fait que lorsque vous avez plus travaillé, plus fait de recherche, vous pouvez mieux étayer une thèse, même si elle est mauvaise. Et ensuite, il y a la procédure, parce que si vous avez tort au fond, la procédure peut parfois vous permettre d'arracher des victoires à l'adversité. À choisir, vous préférez être en face d'un très bon confrère, que vous jugez particulièrement brillant, ou moins bon ? Alors, en fait, je ne me pose jamais la question dans ces termes-là. D'abord parce que le pire péché de l'avocat, c'est de se surestimer et de sous-estimer son adversaire. Donc, je ne me pose pas la question dans ces termes-là. Moi, je préfère être avec des confrères sympathiques. Parce qu'on fait un travail qui est dans l'agression, alors pas nécessairement physique ni verbal, mais qui est un métier de combat. Et donc, le faire avec des confrères sympathiques et agréables, c'est quand même vraiment beaucoup mieux. Vous avez derrière vous votre robe. Ouais. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? D'abord, elle représente l'égalité entre tous les avocats, de la couleur qui absorbe toutes les couleurs, qui vous permet de prendre celle de votre client.
et du fait que tout le monde se ressemble. Voilà. L'égalité aussi de la famille judiciaire, c'est-à-dire que les juges, les greffiers portent cette robe, alors chacun avec ses petites distinctions, mais donc Oui, c'est important, robe, ça. Il n'y a pas que les avocats, il bien y a sûr, aussi les juges, ouais, les greffiers, l'ensemble des auxiliaires exactement, de justice. qui tous, chacun à sa place, c'est très important que chacun reste à sa place, font œuvre de justice. Euh, donc c'est ça, c'est l'égalité. Puis je dirais que c'est la protection. D'abord, c'est la protection de l'avocat, parce qu'en robe, vous avez une immunité d'audience qui, dans les limites de la déontologie, vous permet tout de même de dire beaucoup de choses, d'aller très loin. Et la Cour européenne des droits de l'homme rappelle souvent à quel point la libre expression de l'avocat est absolument essentielle à un état de droit. Et puis, c'est une protection pour votre client, parce que d'abord, en noir, vous avez l'air plus massif, et donc derrière vous, il peut... Voilà. Et je pense que les clients se sentent protégés par un avocat en robe. Et c'est vraiment quelque chose à laquelle je suis très attaché à la robe. Est-ce qu'il y a un concept juridique, une notion, une règle de droit qui vous tient particulièrement à cœur ou que voilà, vous voulez nous expliquer aujourd'hui? Ce n'est pas vraiment une règle de droit, c'est une tradition qui s'appelle la foi du palais. La foi du palais, c'est cette tradition qui permet à un avocat de parler à un juge en confiance, à un juge de parler à un avocat en confiance, à un juge de faire la différence entre l'avocat et son client, ce qui est fondamental, et aux avocats de pouvoir faire entendre une voix différente en dehors des prétoires. C'est un concept qui est fondamental aujourd'hui. On sait que les relations entre avocats et magistrats ne sont pas toujours évidentes. Voilà, cette foi du palais, elle manque un peu, et elle vient par la connaissance, par le dialogue constant qu'il faudrait qu'on ait avec nos juges. On sait que le tribunal de Paris aujourd'hui est quand même a une architecture qui n'aide pas la foi du palais, mais tout de même, je pense que parler à ces juges, essayer d'instaurer cette confiance, de ne pas se faire de coups tordus, de se dire la vérité, c'est essentiel. J'imagine que ce que vous expliquez repose quand même sur un climat de confiance. Ouais. Quelle est la stature que doit avoir un avocat vis-à-vis d'un magistrat selon vous et l'inverse? Être juge, c'est très difficile. Donc, moi, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Ça demande une capacité d'écoute et de neutralité et de doute qui est vraiment, à mon sens, très difficile à avoir. Ça, c'est la posture idéale du magistrat idéal. L'avocat, lui, il doit présenter la vérité de son client, présenter la thèse de son client, le côté de cette statue, essayer de la mettre en lumière le plus habilement possible, mais habileté sans malice, c'est-à-dire que par le travail, par la démonstration, par la conviction, mais pas par le mensonge. Il y a eu 2 affaires dont on a beaucoup parlé au cours de l'année qui s'est écoulée et au cours desquelles l'attitude des avocats, alors c'est du pénal général, mais a été beaucoup critiquée. Je pense notamment au procès Mazan. Je pense également à l'affaire Depardieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est normal que ça arrive, qu'il y a eu une surmédiatisation de ces défenses qui étaient très interrogées? Est-ce que vous craignez aussi que les avocats arrivent moins facilement à se défendre aujourd'hui qu'hier? Je ne sais pas. D'abord, les 2 affaires sont quand même très différentes. Ensuite, je trouve que c'est toujours très délicat de porter un jugement sur l'action d'un confrère dans la défense, parce que quand il est dans la défense, il est dedans. Quand on est spectateur, on n'est pas dans le dossier, on n'a pas, et on a les comptes rendus d'une audience qui a duré des heures, sur lesquelles on retient 3 minutes. Donc je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus. Il y a un côté un peu défense de rupture dans le dossier de Pardieu, qui était assez étonnant, qui a déplu à beaucoup de gens, qui est très intéressante. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est la défense de rupture? La défense de rupture, c'est de dire que, à la base, la défense de rupture telle qu'elle est théorisée par Jacques Vergès, c'est de ne pas reconnaître l'autorité des juges. De dire aux juges, je ne reconnais pas votre autorité. Et ça, c'est dans les grands procès de la guerre d'Algérie, où les terroristes du FLN, qu'on appelle les terroristes du FLN, sont jugés, que Jacques Vergès défend en disant aux juges français, vous n'êtes pas aptes à juger des résistants qui se battent pour la liberté de leur pays. Vous n'avez pas autorité. Ça, c'est la défense de rupture initiale.
dans le dossier Depardieu, ce qui me semble qui a été fait ou intenté, c'est une défense de rupture vis-à-vis des parties civiles, où on en est dans des dossiers aujourd'hui qui sont extrêmement délicats et moi, dans lesquels je serais certainement très mal à l'aise, des dossiers d'agression sexuelle, des dossiers, toute cette vague de dossiers qui vient après MeToo, qui sont extrêmement importants, mais où on a du coup donné une sorte d'autorité morale naturelle à la partie civile, qui est très difficile à combattre lorsque vous êtes en défense, particulièrement lorsqu'il y a plusieurs parties civiles. Vous êtes seul contre tous, avec un tribunal qui est presque en retrait. Et donc il me semble que ce qui a été tenté dans ce dossier-là, c'est une sorte de défense de rupture. Ça peut certainement déplaire à certains. Ensuite, c'est un sujet d'efficacité judiciaire. Qu'est-ce que vous faites toujours pour un client? Me battre. C'est assez en lien avec ce qu'on vient de se dire. Et qu'est-ce que vous ne faites jamais ou que vous ne ferez jamais Pour un client? pour un client? Mentir. Alors un avocat, ça ne ment pas. Non, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Non, ça ne devrait pas. Pour des raisons d'efficacité, pour des raisons de déontologie. Il ne faut pas être hypocrite. On peut ne pas tout dire, mais on ne ment pas. Et si on est persuadé qu'on ment, et ça peut arriver parfois, particulièrement dans un dossier de pénal général, où on est persuadé qu'on nie l'évidence. En accord avec son client, soit on se démet, soit on se retire de ce dossier, soit on dit « il vous dit que ». Mais un avocat ne peut pas faire sien des mensonges avérés, éhontés, ça n'est pas possible. Enfin, il me semble que s'il fait ça, il perd sa crédibilité par rapport au juge. Et donc, c'est cette façon de dire la vérité, pas nécessairement tout, peut-être mettre plus de lumière sur la vérité qui vous arrange, c'est ça un avocat. Hein. Comme dans la vie, il ne doit pas briller, finalement. il doit mettre en lumière. Et donc, mettre en lumière, c'est très important et c'est ça qu'il doit faire. Il y a un courant, une politique judiciaire et une pratique qui s'est beaucoup développée ces dernières années, c'est la médiation. Ouais. Elle s'est développée absolument dans toutes les matières, que ce soit le droit de la famille, le droit commercial, le pénal d'une certaine manière avec la CJIP et la CRPC. Vous intervenez dans des affaires très stratégiques et importantes de droit des affaires, qui souvent mettent en face des dirigeants. Est-ce que dans ces dossiers-là, la médiation peut être la solution? Est-ce qu'elle l'est souvent? Elle ne l'est pas toujours, mais je pense qu'elle doit pouvoir l'être de manière croissante. Alors, d'abord, il y a un mouvement de médiation qui m'agace un peu, qui est une façon de reporter sur les justiciables le manque de moyens de la justice. Bon, ça c'est une vérité. Ensuite, il y a plein de dossiers où la médiation peut fonctionner, mais il faut des très bons médiateurs. Et il y a de très bons médiateurs, mais ça implique que les deux parties aient envie. Et donc c'est difficile parce qu'en France, on aime bien aller chercher notre jugement, on aime bien notre décision de justice, et puis on aime bien punir. De la même manière qu'au pénal, on aime bien qu'une punition intervienne. Voilà, je pense qu'il faudrait qu'on fasse plus nôtre cet adage anglo-saxon qui dit que « prosecution is the punishment ». Voilà. Si vous faites l'objet de poursuites, si vous avez une audience, si vous avez des procès en cours, ça vous prend du temps. Donc la médiation est très souvent un bon outil et la décision de justice, pas toujours parfaite. Est-ce que vous êtes inquiet sur l'état de droit en général? En France aujourd'hui, écoutez, on est quand même dans des conditions très très favorisées par rapport à beaucoup d'autres pays, y compris en Europe. On a des juges d'une très grande qualité qui sont très soucieux de l'état de droit. Je pense qu'on a un barreau qui est très attentif à l'état de droit. Vous êtes d'ailleurs membre du Conseil de l'Ordre. Vous l'avez été, pardon. Exactement. Non mais c'est vrai, le barreau est très attentif à ça, mais trouve des échos de ce souci de l'état de droit chez les magistrats. On a une classe politique aujourd'hui qui est un peu perdue, où on est dans la course à l'échalote à qui inventera une nouvelle taxe et une nouvelle atteinte à l'état de droit. Donc on a voilà, on est dans une situation où il faut être vigilant, mais non, je ne suis pas inquiet. Je suis optimiste, moi je crois dans la dimension universelle de la France et sa capacité à conserver toujours cet état de droit et ce dialogue judiciaire qui est fondamental. Concrètement, dans votre métier, vous n'avez pas la sensation de manquer d'outils, de manquer de façon de faire pour arriver à une décision judiciaire que vous trouvez normale. On n'en est pas là du tout. Non, on n'en est pas là.
On n'en est pas là Voilà, du tout. il y a des situations qui sont préoccupantes. Il y a une détention provisoire qui est très préoccupante, qui est très largement répandue. On a des délais de justice qui s'allongent. On a une classe politique qui pense que la justice, ça n'est que le pénal, alors que ça n'est que 15% de la justice, le pénal. La justice civile, les gens aujourd'hui, à Nanterre, on ne peut pas divorcer, ça prend 2 ans et demi. Si on est très malheureux, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a plein de situations dans lesquelles on a du mal à obtenir une décision de justice parce que la justice ne va pas très bien. Mais globalement, on y arrive. Pour avoir des exemples, est-ce que vous avez en tête la procédure la plus longue sur laquelle vous avez eu l'occasion de travailler? Parce qu'on parle souvent de délai, mais on ne se rend pas forcément compte de concrètement à quoi les gens sont confrontés. En justice civile, je crois que le pire, c'est la justice des personnes. Parce que une société, elle fait sien le temps judiciaire qui peut prendre des années, mais au fond, on est capable de prendre des provisions. Oui, On en gère droit. ça de manière un peu plus distante qu'une affaire qui vous tient à cœur, qui est votre affaire personnelle. Si vous êtes mis en cause dans une procédure pénale, ça peut durer des années. Et c'est sur vous que ça repose. Et c'est sur vous que, in fine, peut-être, une peine viendra s'imposer. C'est vous que ça empêche de dormir. Si vous êtes dans une procédure civile contre votre voisin parce que sa branche dépasse dans votre jardin et que ça vous bouffe les foies, tant pis pour vous, c'est de votre faute, il ne faut pas être comme ça. Mais tout de même, c'est compréhensible que ça puisse être le cas. Ça prend des années, ça c'est une vraie difficulté. Non, il y a des procédures qui prennent, bien sûr, beaucoup de temps. Mais nous, on est dans des procédures où il y a des incidents, il y a des appels sur incident. C'est aussi un mode de défense que d'aller jusqu'au bout de la procédure. Pas nécessairement, mais on met en œuvre une stratégie judiciaire. Ouais. Les dirigeants d'entreprise, parfois les directions juridiques, parlent de plus en plus de la crainte de l'effet médiatique d'une procédure, de la réputation, de l'atteinte à la réputation dans le cadre de gros procès. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez de plus en plus? Ben, nous, on est très attentifs à surtout pas faire de vagues. Voilà. Surtout À rester discret. rester le plus discret possible, ne pas s'exprimer, ne jamais parler des dossiers en cours, ne pas parler des clients. Ça fait plaisir qu'à l'avocat, les clients détestent ça. Ou alors, c'est un élément de la stratégie judiciaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais dans ce cas-là, il faut que ce soit assumé. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un avocat qui démarre aujourd'hui? De suivre ses envies. On est dans une profession qui offre des modes d'exercice. Moi, j'ai exercé dans des très gros cabinets, j'ai créé mon cabinet, j'ai exercé dans des moyens cabinets, des cabinets internationaux, des cabinets français. Les modes d'exercice sont totalement différents et pourtant, c'est la même profession que l'on fait. Suivre ses envies, suivre les matières. Moi, j'ai commencé comme collaborateur en fusion-acquisition, j'ai fait du pénal général, je fais du contentieux plutôt financier, corporate aujourd'hui. Suivre ses envies. Vous avez passé le concours de la conférence, donc vous avez fait du pénal général, puisque Ouais. vous êtes sorti premier secrétaire. Ça vous a pas plu, le pénal général? Moi, j'ai adoré ça, mais c'est un peu la théorie des avantages comparatifs. C'est-à-dire que je venais du MNE, j'avais jamais plaidé de ma vie. Ma première plaidoirie de ma vie, c'est le 21 janvier 2003, 3 semaines après avoir été élu secrétaire. Et donc, voilà, c'était tout nouveau pour moi. Ça a été une année exaltante, mais quand même, d'abord, j'avais un peu peur des bandits, pour vous dire la vérité. Les vrais bandits assumés me faisaient un peu peur. Et puis, je pense qu'il faut chercher là où on est le meilleur avec les compétences dont on dispose. Moi, je connaissais bien le monde des affaires, le monde des opérations corporate. Le pénal, l'audience, la plaidoirie, c'est vrai qu'on plaide, je sais pas, 300 fois, 500 fois dans une année. Cette compétence acquise au cours de l'année de conférence, j'ai voulu la mettre au service de ce que je savais faire. Si vous deviez expliquer la différence entre le fonctionnement d'un cabinet, disons anglo-saxon, à un jeune avocat, d'un cabinet indépendant, vous diriez quoi? Je pense que comme collaborateur, ça ne change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est d'avoir un bon patron. Et si possible, plusieurs, parce qu'il n'y a pas d'avocat idéal. Et donc, si on veut bien apprendre, il faut apprendre de quelqu'un, et si possible, de 2 ou 3 personnes. Voilà. Ensuite, c'est des cadres de vie différents. Vous avez le choix entre un très beau bateau de croisière et un petit Zodiac. Sur le beau bateau de croisière, quand vous êtes jeune collaborateur, ben vous pouvez
courir à l'avant, à l'arrière et sur les côtés, vous ne ferez pas bouger la machine. Sur un Zodiac, l'endroit où vous vous asseyez, évidemment, vous impactez la marche de la machine. Donc voilà, ça dépend un peu de là où on en est, au moment où on y est. Si on veut avoir beaucoup d'impact sur le cabinet, c'est sûr qu'une petite structure est plus facile, mais en même temps, mon équipe au sein d'un très gros cabinet, c'est une petite structure et on vit très proches les uns des autres et je pense que ça, voilà, on se fait pas mal arroser. Vous faites pas mal arroser. Vous êtes avocat, vous êtes associé, vous êtes aussi manager. Ouais. Est-ce que vous avez une équipe de combien de personnes? 6 collaborateurs. Ouais. De 6 collaborateurs. Vous êtes quel manager? J'essaye. D'abord, j'ai envie qu'on s'amuse parce qu'on travaille beaucoup, donc il faut le faire en s'amusant. J'essaye de montrer l'exemple, de faire ce qu'on appelle du commandement participatif. Voilà, Commandement participatif. De dire, en tout cas c'est comme ça que c'est théorisé dans les écoles militaires, plutôt que de montrer une colline et de dire allez prendre la colline, de dire allez venez avec moi, on va prendre la colline. Voilà. D'accord, vous emportez vos équipes. J'essaye. Vous essayez de faire ça. Quels sont pour vous les grands enjeux de la profession? Tout le monde parle d'IA, quel que soit d'ailleurs le secteur économique concerné. Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous pensez que ça va fondamentalement changer votre métier? Je pense que ça va changer beaucoup de choses dans la façon de faire des recherches, d'analyser les dossiers, de nourrir les pièces dans une IA pour en faire une première synthèse. Rien ne remplacera l'humain. Je pense qu'évidemment, ça va impacter très fortement la façon de traiter les dossiers et la façon de les résoudre. Mais moi, je ne suis pas inquiet. D'abord, j'ai confiance dans l'avenir. Et je pense que ça ne va pas fondamentalement changer, particulièrement en contentieux, l'approche d'un tribunal. Ensuite, on s'en sert, on commence à s'en servir. Dans une IA qui est fermée parce que les clients ne veulent pas qu'on partage leurs données, leurs informations, les informations de leur dossier avec qui que ce soit d'autre. Et on est extrêmement vigilant parce que c'est un outil encore très imparfait. Ça va certainement, d'ici 2 ans, avoir fait des progrès exponentiels, mais pour l'instant, c'est quand même un peu balbutiant. Le monde de l'avocature est souvent rapproché de l'éloquence. Est-ce que vous pensez qu'il faut forcément être particulièrement éloquent quand on est avocat? Est-ce qu'en contentieux d'affaires, ça compte? Est-ce que l'audience, ça compte encore dans ce type de contentieux? Alors l'audience, c'est fondamental. C'est fondamental, d'abord parce que ça permet d'apporter des éclairages particuliers à une toile large, parce que ce sont des dossiers qui sont souvent compliqués, sur lesquels on veut insister sur... Si on veut plaider toutes ces écritures, ça n'a aucun intérêt. Si on veut apporter des éclairages, ça c'est fondamental. Est-ce qu'il faut être éloquent? Je ne sais pas, parce que l'éloquence ça a beaucoup évolué. L'éloquence judiciaire du 19e siècle où on plaidait 1h30, c'est terminé. En revanche, être capable de synthétiser une pensée et d'essayer d'emporter la conviction par un éclairage différent, verbal, d'une démonstration écrite, ouais, ça je pense qu'il faut savoir faire ça. C'est toujours important. Pour terminer cette interview, je vais vous poser des questions courtes. Je vais vous demander de répondre le plus simplement possible. Oui. Parler ou se taire? Parler. On en a un peu parlé, mais avec ou sans IA? Pour l'instant, sans. Pour l'instant, sans. Est-ce que vous avez un message à passer à un confrère? Alors, un confrère, peut-être le confrère, mon adversaire de demain, en garde. En garde? Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Arthur de Thomas? Plein de beaux dossiers, avec des équipes qui s'amusent. Eh ben, c'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci.